Un humoriste qui vient de commencer, il va être bon 2-3 fois sur 10. Un très bon humoriste, il va être bon 9 fois et demi sur 10. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence en fait. C'est une phrase que mon père me disait quand j'étais jeune, il fait, tu sais fils, on n'est pas pauvre, on n'a juste pas d'argent. Et j'ai toujours senti ce truc-là en moi. L'humour, c'est beaucoup de gens parce que humoriste et galère, c'est pas vrai. C'est un métier incroyable. Certes, comment ça va? Ma foi, ça va David et toi? Ça va, merci d'être là. Hein. Ouais, on a mis les minutes pour toi, tu vois, là, Ouais, j'ai vu que tu passais dans la ville, j'ai dit non, là, pour l'interview, faut se mettre bien. Première date de tournée, c'est ça? Ouais, exactement. T'es impatient de commencer, stressé, comment tu te sens? Franchement, c'est le 6e spectacle, donc j'ai un peu l'expérience, j'ai déjà joué ici 2 fois, mais ce spectacle-là, il me tient vraiment à cœur, donc j'avoue que je suis un peu stressé, mais je suis content parce que je joue 2 fois d'affilée, et comme c'est les débuts, c'est la 3e fois que j'ai joué ce spectacle-là, donc j'ai encore un travail et tout, donc le jouer 2 fois d'affilée, ça m'excite, parce que je sais que je vais pouvoir progresser beaucoup à la fin de la journée, la soirée. Justement, c'est quoi tes petits rituels avant de monter sur scène? Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien être au calme, pas trop d'écran, bosser un peu mes articulations, bosser un peu ça, me poser un petit peu, peut-être dormir un peu et après mettre du rap, bien énervé. Des gros rappeurs qui vite, mais comme je parle vite, mais qui articulent bien, les Fianso, des Nekfeu. J'aime bien écouter les rappeurs comme ça. Parce que je me dis, putain, ils parlent vite, mais on comprend quand même bien ce qu'ils disent. Donc c'est un peu mon rituel. Ok. J'ai vu que tu as joué dans plein de villes. Ouais. Plusieurs pays aussi, dont le Canada. Ouais. Nous aussi, on fait des interviews là-bas, du contenu là-bas. C'est quoi ton expérience là-bas? Qu'est-ce que tu as aimé? Le Canada, c'est incroyable. Hein. Franchement, le Canada, c'est déjà pour les humoristes, c'est la Mecque de l'humour. Paradoxalement, il n'y a pas beaucoup forcément de choses qui viennent du Québec, mais Juste pour rire, qui est l'une des plus vieilles boîtes de production d'humour dans le monde, elle est québécoise, et donc elle vient de Montréal. Donc pendant très longtemps, c'était comme si tu allais en pèlerinage quand tu es humoriste, tu pouvais pas ne pas aller jouer, francophone en tout cas, ne pas aller jouer à Montréal. Donc la première fois que j'y étais, il y a quelques années, pour le festival Juste pour rire, c'était incroyable. Maintenant, j'y vais tous les ans, donc j'y retourne en 30 août, je suis à Montréal. Donc c'est devenu un passage obligatoire. Justement, est-ce que tu t'imaginais jouer dans plein de villes, dans plein de pays, remplir des salles à ce point-là en fait? Parce que je sais que ça devait être un objectif, mais là maintenant tu le vis. Bon, déjà, je pense que j'ai pas fini, parce que j'ai rempli, la salle est pas très grande, c'est une centaine de places ce soir, mais ça avance petit à petit et tout. Je sais pas, enfin, je pense que tu peux pas atteindre un truc si tu veux pas le faire. Tu peux pas être champion du monde de foot si t'as pas envie d'être champion du monde de foot. Donc, il y a forcément une partie de toi qui veut avancer, qui veut progresser, qui veut espérer remplir ces salles-là. Après, j'y pense pas du tout tous les jours. J'essaie de prendre du plaisir sur le quotidien, sur le chemin. Et après, la vie, elle est plus forte que toi, et l'énergie elle est pas si mal faite que ça. Quand tu bosses sur un truc et que tu essayes d'avancer, de progresser à chaque fois, la mécanique elle est... C'est comme dans la vie, si tu avances, forcément tu vas arriver quelque part. Hein. 2 cons qui marchent vont toujours plus loin que 2 intellos qui sont assis. Hein. Donc il y a cette espèce d'énergie de la vie. Donc moi j'ai une énergie d'avancer. Où ça m'emmènera, je sais pas, parce que la vie elle est faite de plein de trucs que tu peux pas maîtriser. Je joue au Burkina Faso, je pensais pas jouer au Burkina Faso. Mais la vie, elle est comme ça. La vie, on m'a dit, ça te dit de venir au Burkina, je suis allez, go. Et je suis parti là-bas. Donc, tu fais ce que tu as à faire, tu maîtrises ton art, ta discipline. Moi, c'est l'humour, c'est le stand-up. J'écris, je fais en sorte d'être drôle, d'avoir des belles thématiques, d'apprendre dans l'écriture, d'apprendre de l'humanité en écrivant. Et après, tout ce qui est autour, laisse la vie faire ton truc. Quand tu fais du bon travail, laisse la vie faire ton truc. Justement, comment est-ce que tu fais ta rencontre avec l'humour, avec ce métier? D'où est-ce que ça part? La première fois que tu te dis, ok, je vais faire de l'humour. Franchement, j'avais pas pensé à ça du tout quand j'étais jeune. J'aimais bien l'humour, j'aimais bien les humoristes, j'aimais bien Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, comme tout le monde. Aux États-Unis, j'aimais bien Chris Rock, un peu plus tard, et Dave Chappelle. Mais je me serais pas forcément dit que je pouvais faire ça. En fait, j'ai eu un restaurant. J'ai toujours aimé les mots, par contre, j'ai toujours aimé les mots. J'écris des poèmes depuis que je suis tout petit, j'ai écrit des chansons pour des gens, j'ai écrit un livre. Là, j'ai en train d'écrire un film. J'ai toujours aimé mettre des mots dans un sens et faire quelque chose avec. J'ai adoré les dicter quand j'étais petit. Donc c'est pas fou non plus. Ça vient pas de nulle part. Par contre, l'humour, j'y pensais pas forcément. Parce que je pensais vraiment qu'il y avait un truc d'inné dans le fait d'être marrant. C'est comme toutes les disciplines humaines, il y a quand même beaucoup de travail surtout.
J'ai un restaurant en 2012 avec des potes et on a juste en face du Jamel Comedy Club. On a une salle à l'étage et on se dit ok, on fait de la bouffe et tout en bas. Et on se dit l'étage, il faut qu'on s'en serve pour faire d'autres choses. Donc on a commencé à faire des concerts et du stand-up. Donc il y a plein d'humoristes qui viennent de commencer de l'époque. Je sais pas moi, des mecs comme Farid, Bounaïmi, Adrien Arnaud, Paul Taylor qui vient régulièrement dans le restaurant. Et en fait on s'est dit putain mais c'est cool. Donc on a fait ça de plus en plus avec un mec qui s'appelait Alex Nguyen à l'époque. Et moi à force de voir, je me dis ah viens on tente d'écrire des blagues, voir ce que ça donne. Et je suis monté sur scène, c'était un bide évidemment, parce que c'est un taf. Il faut pas croire que... c'est un taf. Si tu penses que tu vas être devant des gens et les faire rire, beaucoup de gens pensent que c'est inné, que c'est pas vrai. Les gens qui sont drôles, par exemple, chez moi, où j'ai grandi, les gens qui sont marrants, les mecs qui ont de la répartie, c'est travailler. Ce sont les mecs qui se sont fait tailler tout le temps, et au bout d'un moment, ils analysent, ils disent putain, il faut que je sois rapide, et son cerveau, il s'habitue à répondre vite. Mais c'est pas naturel. Quelqu'un qui n'a jamais taillé toute sa vie, il y a peu de chances qu'il ait de la répartie. Hein. La répartie, ça se cultive. Et donc, j'avais cultivé ça avec les années. J'ai fait des blagues et c'était il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est mon métier. Hein. Comment ça se passe quand tu l'annonces à tes proches que tu dis quoi, bonjour, je vais faire de l'humour, je vais être comédien? Tu calcules, je pense que comme beaucoup de métiers, comme beaucoup de métiers artistiques, ils sont pas trop... À part si t'es dans un milieu artistique et t'as la famille, les gens ils calculent pas, mes parents, ils ont aucune idée de ce que c'est. Tu le dis pas au début, tu fais tes trucs, t'avances petit à petit. En plus, ça, sans faire l'ancien, ça a changé énormément le stand-up. Aujourd'hui, c'est très visible. Mais il y a 10, 12 ans, personne... T'avais Jamel Debbouze et c'est tout, en fait. Et les Thomas Dijol, Fabrice Eboué, la première génération du Jamel Comedy Club. Donc, c'était que les stars de la télé. Donc, tu pouvais pas... Quand tu commençais, tu t'avais envie d'apprendre. Tu étais passionné. Donc, au début, tu es en cachette, tu vas travailler la journée, et le soir, tu montes sur scène. Et au bout de quelques temps, tu dis, bon... Peut-être qu'on va le dire aux parents. Et souvent, moi, j'ai invité mes parents. C'était ma question, est-ce qu'ils sont déjà venus te voir? Ils sont déjà venus, ils sont venus 3 fois en 10 ans. Et je dois jouer à peu près 350 fois par an. Donc j'ai juste joué, je sais pas moi, 10 000 fois presque, ils sont venus 3 fois. Là, ils veulent venir à celui-ci parce que c'est sur la famille. Et là, comme ils pensent que je parle d'eux, ils vont venir. Ils sont très curieux de venir, parce que je parle pas mal d'eux. Mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ma mère, je me souviens très bien, la première fois qu'elle est venue, je produisais un show au Grand Rex, il y avait 3000 personnes, et moi, je jouais, je présentais le show, et je produisais. Et ma mère, donc c'est la première fois qu'elle vient et tout, avec mes sœurs et tout, j'aurais mis une place, balcon, carré or et tout. Et ma sœur, elle m'a dit, quand je suis monté sur scène, donc je suis le premier à monter parce que c'est moi qui présente, elle fait, ma mère, elle a dit à ma sœur, mais ces gens-là, ils sont venus pour ça. Elle n'y croyait pas, elle comprenait, pour elle c'est complètement déconnecté. Maintenant ils commencent à capter, tu sais comment ils commencent à capter? Parce que leur patron, il me voit à la télé, donc c'est comme ça que ça devient réel. Il n'y a pas d'artiste, tu sais, quand tu connais pas d'artiste, c'est difficile à visualiser comme métier. Ok. Justement là, donc là tu fais de l'humour, etc., tu fais tes shows, est-ce qu'il y a des comédiens qui t'inspirent, français ou américains? C'est quoi il y en a plein. Inspiré, j'aime bien les humoristes qui ont du fond. J'aime bien l'humour des fois potache, simple et tout, mais j'avoue je suis un mec émigré qui aime bien qu'il y ait du fond, donc qui prennent des sujets sociétaux, je me dis putain, bien vu le point de vue. Donc j'aime bien Dave Chappelle, j'aime bien Ricky Gervais, j'aime bien Ali Wong, j'aime bien... engagé avec des... engagé parce que eux, j'ai déjà vu leur sketch, tu vois, et ils y vont au niveau punch, niveau... je sais même pas s'ils sont engagés, c'est juste des gens qui sont... C'est pas des jeunes. Ouais. Donc ils ont leur point de vue, leur expérience. Ils sont obligés d'avoir un point de vue un peu précis sur une question. Après, c'est leur point de vue, hein, c'est pas une vérité générale. Mais c'est normal. Moi, je vois, là, quand j'ai commencé et ce que je fais aujourd'hui, ça a changé. J'ai 10 ans de plus, j'ai 38 de carrière, j'ai 38 ans. Mais mon point de vue est plus aiguisé. Donc c'est vrai que je vais même plus m'intéresser à quelqu'un qui va avoir un point de vue intéressant, quelqu'un qui va faire un sketch sur Israël et Palestine. Parfois j'ai envie de l'écouter. Parce que putain, il va prendre un sujet qui est dur, mais qui va... Et s'il est fort, il te fait rire dessus. C'est parce qu'il fait rire qu'il ne respecte pas. Hein. Il fait rire parce qu'il est fort et qu'il maîtrise la mécanique comique. Mais tu vas dire putain, ah ouais, c'est pas con ce qu'il dit. Donc j'aime bien ce genre d'humoriste-là. T'es dans le milieu de l'humour depuis maintenant un bon moment, t'expérimentes, etc. Moi, j'ai entendu plein de choses sur ce milieu-là, que c'est hypocrite, que les gens s'aiment pas. Et j'ai vu quelques vidéos de toi où tu disais que justement, tu connais pas mal de monde et que ça avait l'air de pour toi bien marcher. Donc, c'est quoi ton retour de ce milieu-là? Il y a des êtres humains dedans.
Donc dès qu'il y a des êtres humains quelque part, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. C'est indépendamment du secteur, il y a déjà ça, faut pas oublier. Je vois pas quel secteur ne peut ne pas avoir de problème. Même l'associatif, moi je suis dans l'associatif aussi, il y a des soucis d'ego, de trucs. Donc c'est l'être humain, c'est inhérent à notre espèce. Après, dans l'humour, je pense que comme beaucoup de milieux un peu artistiques, il y a des clans, donc ça faut l'accepter, il y a des équipes un petit peu. Au début de carrière, c'est très uni, tout le monde est un peu uni, et puis après chacun fait un peu son truc. Mais comme c'est pas très grand non plus, et qu'on se connaît tous, on se recroise très souvent et tout, c'est un petit milieu. Mais dire que c'est comme si tu prends le rap, je reprends l'exemple de Booba, il va te dire que il vide, même s'il y a des bordels et tout, il y a des clashs, il fait sa vie, toi. C'est assez grand pour pouvoir faire ton truc solo, mais c'est pas assez grand pour pas croiser les autres. Mais sinon, en fait, je pense que nous, on tire un peu le doigt. Le rap, c'est un peu marrant de voir des clashs. Ça fait partie du truc. L'humour, moins, en fait. De l'humour, tu penses que les humoristes, ils rigolent tout le temps, ils sont tous potes. Donc, c'est un peu l'image que tu as envie d'avoir d'un humoriste. Ah, on est des êtres humains. Hein. Donc, si le gars, il t'insulte, tu vas lui mettre une patate. Hein. Après, tu feras peut-être une blague sur scène. Mais... Est-ce que c'est qui, par exemple, les 3 personnes dans le milieu avec qui tu t'entends le plus? Si tu devais citer 3 humoristes. Ouais, non, je m'entends franchement avec beaucoup de gens. La plupart des humoristes, je m'entends très bien avec eux. Hein. Je m'entends bien avec. C'est qui était le plus proche, par exemple? Le plus proche, c'est soit des gars avec qui j'ai commencé, donc c'est pas forcément des rostas, les gens avec qui j'ai commencé. Je te dis Raymond Barreda, tu vois pas qui c'est, mais c'est un très bon pote à moi. J'étais témoin à son mariage. Après, il y a des gens avec qui je traîne. Artus, c'est un très bon pote à moi, par exemple. J'étais à son mariage aussi. C'est un gars avec qui je traîne assez souvent. C'est des gens avec qui je m'entends très bien avec Verino, j'en sais rien, tu vois, des gens comme ça que tu croises assez souvent. Après, il y a ma génération, les mecs comme, je sais pas moi, Ray Mendes, comme Jason Brokers, comme Tania Dutel, c'est des gens qui sont de ma génération, Pierre Thévenoud, Jamil Le Schlag. En fait, on a commencé en même temps, quasiment en même temps, Riyad Graham, c'est ma génération. Donc, nous, on s'entend plus parce qu'on a commencé ensemble. Je voulais te parler aussi de Montreux, parce que ça, tout le monde en parle, c'est devenu un peu le coin où il faut passer. Toi, est-ce que tu as vu un avant et un après Montreux, ou pas vraiment? Montreux, je pense que il y a eu un avant et un après. L'avant, l'après, c'est un tampon. C'est une ligne sur ton CV. Comme quand tu as fait Jamel Comedy Club, c'est une ligne sur ton CV. C'est cool de l'avoir. Mais c'est un peu comme l'école. Avant, tu vois, il fallait avoir ce diplôme-là, c'est le truc, pour pouvoir espérer avoir ce teuf. Aujourd'hui, tu peux très bien être un bon humoriste sans avoir ces tampons-là. Parce que c'est comme l'école, tout est devenu beaucoup plus autodidacte. Donc, avant, c'était indispensable pour que quelqu'un puisse réussir. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais en égo d'artiste, comme c'était là avant toi, ça sera sans doute là après toi, t'es content de l'avoir fait. Mais est-ce que tu t'as vu, comment ça s'appelle, une différence niveau business, par exemple? Mon prix a augmenté. Je veux dire, est-ce qu'on t'a plus appelé après mon On m'a plus appelé et mon prix a augmenté, clairement. En fait, ça te crédibilise. Mine de rien, en fait, un humoriste, c'est pas forcément facile tu vas pas te juger par rapport à son niveau de rire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus drôles que les rostas, mais tu peux pas les payer. C'est comme les rappeurs, il y a des gens qui rappent de ouf, mais ils sont pas connus. Donc, tu vas pas payer un rappeur qui est connu, qui rappe moins bien. Donc, il te faut des espèces de certifications pour pouvoir augmenter ton niveau, ta valeur. Et Montreux, le Jamel Comedy Club, en fait, c'est des trucs nationaux, voire même mondiaux, parce que c'est connu en Afrique, c'est connu au Canada, c'est connu dans tous les pays un peu francophones, donc ça te rend mondialement un peu plus connu. Ton nom, il résonne un peu plus. Donc, ça te fait augmenter ton cachet, et ça t'ouvre des marchés que tu n'avais pas avant. Ok, bon, donc il y a vraiment un impact. Ouais, clairement. Tes galères sur scène. Pourquoi? C'est la question que je veux te poser, est-ce que tu as eu, tu disais qu'il y a eu des scènes où personne rigole. Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu te dis c'est moi qui suis pas drôle aujourd'hui, ou est-ce que tu dis c'est le public qui est pas réceptif aujourd'hui? Comment tu arrives à distinguer si c'est toi le problème ou si c'est juste la vibe qui est pas bonne en fait? Moi, on se le dit souvent avec des potes humoristes, 98% du temps c'est de notre faute à nous. J'ai pas envie de mettre sur le public. Si tu mets sur le public, tu t'en sors pas. Tu dis toujours, c'est comme un prof qui dit non, c'est toi, t'es prof, c'est toi qui dois gérer que la classe elle apprenne. C'est ton travail, toi, c'est ton job. Les gens ils viennent te voir, ils se déplacent. C'est à toi de faire le job. 98% c'est notre truc. C'est qu'on n'a pas réussi à connecter. En fait, faut jamais oublier que c'est jamais les mêmes êtres humains. Donc notre job c'est de trouver la connexion. Comme si tu avais les 10 dates d'affilée.
Il faut que tu t'adaptes à chaque fois en fait. Laisse jamais la même meuf en face. Okay. Donc tu es obligé d'adapter à chaque fois ton discours parce que si tu dis les mêmes mots exactement pareil, c'est pas pareil, tu vois. Donc notre taf il est là-dedans et parfois tu peux ne pas y arriver pour X ou Y raison. Parce que tu étais fatigué, parce que tu avais moins d'énergie, parce que mais l'avantage de l'expérience c'est que globalement ça se passe quasiment tout le temps bien. Parce que l'expérience, c'était hier, je joue, il y a un groupe de 20 jeunes de 16-17 ans, même 13-15 ans, qui viennent de Saint-Denis. Okay. J'étais à Paris. Et donc le MC, il passe, et c'est le bordel. En fait, c'était marrant, la salle était divisée en deux. Okay. Il y avait une partie avec tous les jeunes, et une partie avec les autres, des plus vieux. Et ça faisait vraiment deux salles, et le premier, il passe, c'est compliqué. Le deuxième, il passe, c'est compliqué. Je passe après, j'arrive à réunir les deux trucs, les deux, là où les autres n'avaient pas réussi. Okay. Il me dit, oh putain, trop bien. Mais en fait, je me dis, si moi j'arrive pas, c'est que je suis pas bon, en fait. Vous n'avez pas réussi parce que vous n'avez pas encore assez d'expérience. C'est pas que je suis beaucoup plus fort que vous. Non, c'est pas ça. C'est que je sais. Tu arrives à sentir que je sais comment. J'ai créé un sketch qui rassemble les deux. Je me suis dit, ok, je vais pas faire mon texte que je voulais faire à la base. J'ai changé mon texte pour qu'il corresponde à ce moment-là. Et c'est là l'expérience en fait que ça permet d'avoir. Après, parfois, tu peux rater. Hein. Parfois, tu peux ne pas arriver à créer cette connexion-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme on est des sportifs de haut niveau. On est des artistes de haut niveau, entre guillemets. On fait, surtout les humoristes, mine de rien, on fait beaucoup de shows. On joue, je sais pas moi, entre 10 et 20 fois par semaine. Ouais. Donc, il y en a qui vont bien se passer, d'autres qui vont moins bien se passer. C'est humain. Quand tu es un sportif, tu fais du foot, tu peux être un Ronaldo, tu peux perdre des matchs. C'est pas pour autant que tu es nul, en fait. Ouais. Tu peux faire un moins bon match, ça arrive. Donc, c'est un truc, quand tu commences, ça te fait mal. Oh putain, je suis nul et tout. Avec l'expérience, c'est juste un match qui s'est moins bien passé et tu passes à autre chose. Le public, en fait, tu lui accordes sa valeur, mais pas tant que ça non plus. Il faut pas, ça fait 10 ans que je fais ça, tu crois que ce public-là, il va remettre toute ma vie en jeu? Ça va pas la tête. Je vais pas lui donner ce pouvoir-là. J'ai juste fait un moins bon match, j'ai pas réussi. Je remonte sur scène dès demain pour oublier ce moment-là. Et vu que le lendemain, j'ai joué 4-5 fois, ton cerveau, il va oublier, en fait, ce moment-là. Il va se dire, putain, par contre, c'est utile les bides parfois. C'est utile parce que ça te fait, putain, ok, pourquoi j'ai bidé là? Ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir. Okay. Exactement, ça te permet d'éviter de faire tout le temps la même chose. Ça te remet un petit peu en question. C'est indispensable. Si tu bides, un bon humoriste, ça marche 6-7 fois sur 10. Un humoriste qui commence, j'ai souvent les humoristes qui m'envoient des messages pour être programmés, ils me disent, ouais, mais t'as vu, je suis marrant et tout. Ils m'envoient une vidéo. Si tu vas pas m'avoir parce que t'as été drôle une fois, un humoriste qui vient de commencer, il va être bon 2-3 fois sur 10. Un très bon humoriste, il va être bon 9 fois et demi sur 10. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence en fait. Et donc, le but c'est d'être bon 95-97% du temps. Et les 2-3% qui restent, la vie elle est plus grande que nous. Donc laisse-le. Je voulais aussi qu'on parle de ton rapport à l'argent et l'entrepreneuriat. Parce que je suis tombé sur une vidéo où tu parlais de ton restaurant, justement, l'histoire de la faille. Ça m'a surpris parce que j'avais pas entendu des gens parler de tout ce qui est crédit entrepreneurial, endettement, c'est pas souvent ce genre de choses qu'on aborde, et surtout de ce niveau-là d'endettement, c'est pas commun, tu vois, c'est pas un truc que je vois toi, sauf ceux qui prennent des maisons, des trucs comme ça. Comment t'as fait pour te relever de ça? J'explique un peu pour ceux qui sont pas au courant, t'avais pris un crédit, je crois, entrepreneurial pour lancer ton resto, je crois que c'était 300 000 €. T'avais aussi, j'ai vu que tu disais que t'avais aussi un prêt étudiant. C'est un truc de fou. Comment tu fais mentalement pour te relever de tout ça Parce qu'on est dans un système où le crédit c'est mal vu, l'endettement c'est mal vu. Quand en plus t'es noir ou métis, c'est compliqué, tu vois. Comment toi tu fais pour te relever de ça et être là où t'en es aujourd'hui? Tu sais, moi j'ai compris un truc assez jeune et c'est une chance. Mes parents ils ont pas d'oseille. Ils sont vieux de Haïti, ils ont pas d'oseille. Et c'est des gens fiers. En fait, la société elle me fera pas croire parce que j'ai pas d'oseille que je suis une merde. Et ça je l'ai compris assez rapidement. J'ai pas de thunes, je veux essayer d'en avoir parce que je suis entrepreneur, j'ai de l'énergie, j'ai pas le choix d'emprunter. Je suis pas un gosse de riche. Je sais, en fait, je sais d'où je viens, donc j'ai pas le choix. Votre système, comment il est fait, il me force à devoir emprunter. Pour faire mes études, j'ai pas le choix. Sinon, je vais pas l'étude. T'es malade. Tu crois que parce que la thune, elle est là, je vais la demander, je vais faire ce que je peux pour le rembourser, mais j'ai réussi, j'ai tout remboursé aujourd'hui. En fait, personne me fera dire que je suis... La première phrase de mon spectacle sur l'argent, c'est une phrase que mon père me disait quand j'étais jeune, il fait « Tu sais, fils, on n'est pas pauvre, on a juste pas d'argent. » Et j'ai toujours senti ce truc-là en moi. Donc ça veut dire que s'il faut que je emprunte, s'il faut que je tente, je le ferai. Mais ma personne, je dis ça souvent à des potes, il y a des gens qui croient que je suis millionnaire. Des fois, les humoristes, que j'arrive en comédie, ils me font « Ah, il y a le millionnaire, il m'appelle comme ça. »
Mais en fait, parce que mon attitude, on dirait que j'ai de l'oseille. Mais en fait, je pense que si j'ai la même attitude que je n'avais pas d'oseille. Je peux être millionnaire demain, je pense que tu ne le verras même pas. J'ai la même attitude. J'ai pas de l'argent, c'est qu'un outil pour moi. Je vois pas que ça comme quelque chose d'important. C'est un flux. Tous les souvenirs que j'ai créés dans ma vie, c'est la connexion avec les gens. C'est quand je monte sur scène. C'est les gens que tu fais rire, les enfants que j'ai aidés. Ça fait un peu utopique, mais je te jure, c'est vrai. Ce qui fait que l'argent n'est qu'un fucking flux. Des fois, j'ai des grosses sourires d'entrée d'argent qui rentre, elle sort direct après. Mais j'arrive même pas à le garder. Ça fait que tourner. Donc, ça fait que tant que la vie, elle me donne la santé, mon cerveau, il est bien fait. Je comprends un peu comment le monde il fonctionne. Ça, c'est aussi une chance que j'ai, c'est que j'ai quand même pas trop mal compris comment le jeu il fonctionnait. Et quand tu comprends comment le jeu il fonctionne, tu sais où est l'argent, tu sais où aller le chercher. L'humour, c'est beaucoup de gens parce que humoriste et galère, c'est pas vrai. C'est un métier incroyable. C'est un métier qui a des... T'es en production, t'es tout seul sur scène. Là, je suis tout seul, je vais faire mon travail. J'ai pas de coût de production, j'ai pas de danseur, j'ai pas de truc. C'est quand même assez intéressant, rentable, en termes de rentabilité, être humoriste. Justement, j'entends ça. Alors, j'ai regardé une vidéo, c'était Edgar Rive, tu vois. Et souvent, il dit oh, une petite entrée, je suis confortable, je vais aller en vacances. Mais je me suis dit, mais les gens n'ont aucune notion de ce qu'un humoriste français gagne parce que. Tu sais, mis à part le YouTube Game où tu mets les vidéos, machin, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est qu'une bonne rentrée. Est-ce que c'est 5 000 € par mois? Est-ce que c'est 10 000 € par mois? Est-ce que c'est 50 000? On n'a aucune notion de ce que ça représente, tu vois. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils gagnent pas leur vie alors qu'ils remplissent quand même quelques salles, d'autres qui disent qu'ils gagnent bien leur vie, d'autres qui... Tu vois. C'est quoi bien gagner sa vie pour un humoriste? Alors, ceux qui disent qu'ils ne gagnent pas bien leur vie, c'est qu'ils viennent de commencer souvent. Ceux qui viennent de commencer ou c'est un peu difficile. Et encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire un petit salaire, un SMIC ou en venant de commencer parce qu'il y a beaucoup plus de comedy club. En fait, pourquoi c'est dur à avoir comme information, c'est qu'il y a un truc avec l'humour qui est inhérent, c'est que les gens, pour qu'ils rigolent, faut qu'ils aient pas de la pitié, c'est pas le mot pitié, mais il faut qu'il y ait un sentiment presque de supériorité. Si jamais ils voient que t'es trop blindé, ils peuvent pas rigoler. Surtout en France, c'est la culture française, elle est pas comme ça. Au States, tu peux, Kevin Hart, il veut te faire rire dans sa baraque, qui fait 500 mètres carrés, enfin 5000 mètres carrés même, plutôt 5000 mètres carrés. En France, il n'y a pas cette culture. Un mec comme Gad Elmaleh, il est multimillionnaire, mais ça se voit pas du tout. Il faut pas que ça se voit, ça c'est la France. C'est pour ça que c'est très flou en France. Et encore, bon gars, aujourd'hui les gens savent qu'il a beaucoup d'argent et tout. Donc c'est pour ça que je peux dire ce nom sans difficulté. Mais je ne pourrais même pas te dire de nom d'autres personnes. Je sais très bien comment gagner des voix. C'est pas indécent, hein. C'est pas du tout ça. En fait, c'est que l'humour, contrairement à beaucoup de secteurs, c'est un peu comme le foot. C'est que tu gagnes ce que tu rapportes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu joues dans une salle de 1000 places. Les gens, ils ont payé 20 € leur ticket. 1000 places fois 20, ça fait combien? Ça fait 20 000. La salle, elle t'a coûté 5 000 €. Avec les lumières et tout. Ouais, donc il te reste quand même 15... T'es tout seul sur scène. T'as joué 1h30 de spectacle. Il te reste combien à la fin, non? 15 000 €. 15 000, donc ça... Pas tout le temps. Après, il y a des frais qui vont se rentrer. Mais en fait, c'est simplement ça, c'est que l'argent... Après, tu peux avoir une production. Si t'es produit, c'est pas pareil. Ça dépend de plein de trucs. Si t'es indépendant, c'est comme dans le rap. Quand t'es indépendant, souvent t'es moins visible parce que t'as pas accès aux télé, t'as pas accès aux radios, t'as pas accès à tout ça. Mais chaque euro que tu dépenses toi-même, quand tu les dépenses toi-même, hein, moi là, je paye mes propres tickets de train. Donc j'espère que j'ai un peu de monde dans ma salle parce que c'est moi qui prends les risques. Mais tous les euros sont dans ma poche. Ok, donc en fait, tout dépend aussi de comment tu organises ton business. En fait, tu peux être plus rentable que quelqu'un qui a plus de fame. Oui, clairement. Si tu gères bien ton... Clairement. Dans le rap, c'est pareil. Youssoupha, il est plus rentable que les mecs qui sont beaucoup plus visibles. Parce que chaque euro est dans sa poche. Ok. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est là où c'est le risque de l'entrepreneuriat. C'est plus difficile. On va pas se mentir. Moi, tout à l'heure, j'ai acheté pour 1 500 € de billets de train. Donc j'étais dans le train. Parce que je vais à Genève. Donc, imagine, l'argent ne rentre pas. J'ai dépensé 1 500 € de billets de train. Peut-être que l'argent ne rentrera pas. Donc il y a ça aussi. Il y a le risque là. Il y a ce risque là. Donc c'est pas genre tous les humoristes qui gagnent bien leur vie. Ça demande d'être quand même bien organisé, prendre les trucs à l'avance, t'entourer, payer la communication, avoir un peu de trésorerie. La trésorerie, c'est pas tout le monde n'a pas de trésorerie. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de trésorerie qu'avant, mais avant, je prenais tous les tickets à la dernière minute parce que j'avais pas la thune. Sauf que le billet, tu devais acheter à la dernière minute, ça va te coûter le double si tu l'avais acheté. Donc ça te fait perdre 250 balles sur ta marge. Bon, bref, c'est l'entrepreneuriat. Je sais ce que c'est par là. C'est l'entrepreneuriat. Dernière question par rapport à ça, en fait, ce sujet. Combien tu as de business à l'heure actuelle? Parce que j'ai vu que tu disais que tu fais différentes choses. Juste, est-ce que tu peux nous énumérer un peu ce que tu fais?
Je vais te dire le chiffre pour pas que... Et je vais juste te dire avant. Je te dis le chiffre. J'ai 3 sociétés de production et je dirige 3 associations. Okay. Donc ça fait que j'ai 6 structures dans lesquelles je bosse vraiment quasiment tous les jours. C'est vraiment mon job. Ça fait beaucoup. Okay. Sauf que ces 3 boîtes de production. J'en ai une qui s'appelle Yata Production. Okay. C'est ma boîte à moi, celle qui produit mes spectacles, celle qui produit quand je donne des cours, celle qui fait mes tournées, qui s'occupe de tout ça. J'ai une chargée de prod et un caméraman que je paye tous les mois. Donc ça c'est pour moi, parce que j'ai ma carrière tout seul avec mes spectacles. J'ai Pangé Production, que j'ai créé avec des potes à moi du Val d'Oise, avec qui j'ai grandi. On fait des shows de télévision, des shows télévisés, on fait des cachets pour les artistes, donc c'est une autre structure. Okay. Et j'ai One More Joke, que j'ai créé avec d'autres potes, qui ont fait des shows à la Tour Eiffel, au Louvre, des endroits un peu exceptionnels. Donc en fait, pourquoi j'ai 3 structures, c'est 3 êtres humains différents. En fait, c'est 3 associés différents. Et ça fonctionnerait même pas ensemble parce que moi, je suis tout seul. Il faut que je sois tout seul pour gérer mes trucs. J'ai pas envie de demander à mes associés qu'est-ce que je fais avec mon spectacle. J'ai envie de parler avec personne. Donc j'ai créé une SASU pour ça. Et mes assos, j'ai un club d'échecs avec mes 2 petites sœurs. On donne des cours. On a des milliers d'enfants en France, en Haïti, donc c'est du cœur, dans les prisons, dans la plupart des prisons d'Île-de-France. Et j'ai une asso qui s'appelle Le Grand Bain, dans lequel on fait de la mixité sociale dans les écoles primaires à Marseille, dans lequel on fait parler les enfants des quartiers nord et des quartiers sud, qui parlent jamais ensemble. Donc on ferait des projets sur toute l'année depuis 5 ans. Et j'ai une association qui s'appelle Haïti Futur, je suis secrétaire général, dans lequel on fait on travaille l'éducation en Haïti depuis maintenant, là, ça a 30 ans. Et donc on bosse avec 500 écoles en Haïti, dans lequel on met en place des programmes scolaires. C'est beaucoup de travail, mais c'est ma vie. Et tout est lié. En fait, quand tu prends l'humour ou les assos, il y a toujours les gens. Mon but, c'est de faire rire les gens, de leur transmettre de l'émotion, de la valeur, des idées, parfois. Et les autres, c'est les enfants. Les enfants, pour moi, c'est l'avenir du monde. Il faut qu'on s'occupe des enfants parce que les adultes, c'est une sale espèce. Donc, là, je vais te poser des questions un petit peu plus profondes. Vas-y, go, avance. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as apprise ces dernières années? Que la famille, c'est tout. Et que dans ce monde qui devient de plus en plus individualiste, il faut se rapprocher des choses simples. Et j'essaye au maximum de me rapprocher des choses simples. Je fais beaucoup de choses. Je vois plein de gens, mais mon bonheur est que dans les petits trucs assez basiques. J'ai un fils depuis pas longtemps, j'ai une copine que j'aime, j'ai des sœurs dans lesquelles j'essaie vraiment de garder un lien très fort. Et c'est là où je prends du plaisir. Il faut les choses simples. Parce que j'ai vu ce que c'était un peu le strass et paillettes, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je crois que c'est Bounaïmin ou Sugar Sami, qui m'a dit, quand tu montes sur scène, t'es pas là pour les faire rire, t'es là pour les impressionner. Et ça m'avait marqué, j'ai commencé. Je me dis, putain, ok, t'es pas juste là pour les faire rire, t'es là pour les impressionner, c'est là pour qu'il y a quelque chose qui se crée. Une blague carambar, c'est marrant, tu vas l'oublier 3 minutes plus tard. T'es là pour essayer d'impressionner les gens, avec de l'humour, mais quelque chose de plus profond. Et ça m'a toujours gardé en tête, et c'est peut-être pour ça que je fais des spectacles thématisés dans lesquels je me prends un peu plus la tête, et je veux pas juste là juste pour faire rire. Donc, et cette phrase m'a toujours resté en tête. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans ta vie ou dans ta carrière? Tu sais, je suis un gars qui recycle, même les trucs négatifs, j'en ai quand même pas mal, mais je suis un gars qui recycle et qui est à la fois, donc je me dis que ça se passe mal ou que ça se passe bien, c'est que c'était écrit, donc c'est presque un défaut, j'ai beaucoup de mal à garder le négatif, je l'oublie très vite, j'ai une très mauvaise mémoire. Comme ça aussi, donc je l'oublie très très vite. Ça ronfle les gens un petit peu, mais j'avoue, j'oublie. Ok. Quelle est ta plus grande fierté? Mon asso avec mes petites sœurs, le club d'échecs avec mes petites sœurs. On a créé ça comme ça, un peu à l'arrache, parce que je dormais sur le canapé de ma petite sœur, parce que j'aurais rompu avec mon ex, je vivais pas de l'humour, j'étais en galère, et ma sœur m'a dit, viens, on crée un club d'échecs. Aujourd'hui, on embauche des gens dans le club, on a fait travailler, je sais pas combien de personnes, des anciens prisonniers, et c'est une fierté de fou. Et tout ça avec mes petites sœurs, c'est une fierté de fou. Quelle est ta plus grande inquiétude ou ta plus grande peur? Être inutile. Pour les gens, pour la société, pour... Ouais, être inutile. Quelle est la qualité qu'une personne doit avoir pour faire partie de ta vie? Bonne question. C'est un cœur, un bon cœur. Je m'en bats les couilles, c'est intelligent, ou truc qui me font un bon cœur. C'est pas les gens intelligents, c'est les gens gentils qui vont nous sauver. Un bon cœur. Et ça, il y en a évidemment, hein, mais
tu le sens assez rapidement ceux qui l'ont et qui ne l'ont pas. Ta plus belle expérience sur scène, c'était où? C'est le négatif, je l'oublie, mais le positif, je l'oublie aussi. Hein. J'ai un peu cette tendance à oublier le positif, mais le moment, je le vis fort et après, il disparaît un peu. Hein. Mais j'ai plein de... Je suis le premier humoriste à avoir joué à la Tour Eiffel. J'ai produit un show à la Tour Eiffel, donc c'était incroyable, ça. Quel conseil tu aurais aimé recevoir à tes débuts? Moi, je l'ai compris. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et ouais, patience. Profite du chemin. Ne pense pas au sommet, profite du chemin. Ouais, regarde les paysages dans le chemin. Parce que c'est ça qui est le plus long. Écoute, nous on va te souhaiter le meilleur. En tout cas, merci pour ton temps. C'était un plaisir. Il y a meilleur pour la suite, on va continuer de checker ton actualité, etc. Et puis, Avec plaisir, c'était un plaisir, David. Maintenant, c'est l'heure de blague. Le public qui arrive dans 30 minutes. Oh, je suis désolé. Non, t'inquiète. Merci pour ça. C'est un plaisir.